Eh bien, je suis joli garçon. En voilà une manière de me saluer. Bonjour, tante Adrienne, bonjour. C'est ainsi que tu te présentes à 3 heures de l'après-midi? Malotru. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu as... Les fous! Veux-tu descendre? Jacques, veux-tu descendre? Qu'est-ce que tu fais là? Jacques? Ah non, non, mes oreilles! Sacré pan, va! Il tiendra. Croyez bien, tante Adrienne, que ce n'est pas sans regret. Mais pouvais-je penser que je ferais des progrès aussi rapides et que j'atteindrais aujourd'hui la salle à manger? Propre à rien. Fainéant, qui se moque de nous. Je suis aujourd'hui victime des proportions. On peut changer une dimension, mais non un rapport de dimension. Allez, le premier pas étant fait, tout le reste s'ensuit, comme qui dirait une destinée. On parle toujours des enfants et des enfants de nos enfants, mais nos gestes aussi ont leur descendance. Les actes s'enchaînent et nos pensées ont leur postérité. Ainsi, même les vieilles filles, tante Adrienne, ont une nombreuse famille qu'elles ne peuvent pas renier. Qu'est-ce que c'est que ça? Saturne et ses anneaux. Tu n'accroches pas cette saleté dans la salle à manger? Un savant comprendrait difficilement ton dédain pour une si grosse étoile quand tu tolères ici un lampadaire poussiéreux et démodé. Célestine! Célestine! Cette fois, mon petit Jacques, tu as passé la mesure. Célestine! Paul est arrivé? Non! Regarde! Qu'est-ce que c'est que ça? Jacques! Jacques! Encore un coup de ton fils! J'ai si mal combiné mon affaire que si je veux terminer la pose de tout le système solaire sur ses bases en tenant un compte rigoureux et proportionnel de l'éloignement des planètes dans le ciel, me voici contraint de pendre Uranus au plafond de ta chambre à coucher. Ah, c'est un désastre. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jacques? Voilà. Quand j'ai posé à leur place respective la Terre et sa petite lune dans ma chambre, je ne pensais pas m'intéresser plus tard à Saturne, Uranus et Neptune, car il y a encore Neptune. C'est simple, toutes réduites qu'elles sont, ces mesures célestes iront chez Neptune en face dans le bureau de poste. Et cette bonne mademoiselle Denis, qui ne s'étonne pas de timbrer des lettres pour Chicago, jugera intolérable de vivre dans le voisinage de Neptune, ça je le parie d'avance. Fais le beau! Fais le beau! Nous demanderons à ton frère ce qu'il pense de ta nouvelle marotte astronomique. Oh, je doute qu'il en pense quelque chose. Bien que Paul se chauffe au soleil comme tout un chacun, le monde solaire est un monde étranger au monde qu'il fréquente à Paris. Écoute, mon petit Jacques, ton frère arrive d'un moment à l'autre, il vient rarement. Je t'en prie, n'énerve pas comme toujours, avec ta manière de voir les choses. Que veux-tu? Il vit à la ville, moi je suis un homme de la nature. Tu es un homme de rien du tout! Je te l'avais bien dit, ce n'est pas dans une école d'agriculture qu'on élevait les fermiers, mais dans les étables, avec les bestiaux. Quant à toi, tu n'as pas de mal à dire de ton frère. Paul est un homme. D'abord, il gagne son pain. Toi, tu le manges. Je mange comme vous, à la même table que vous, le même menu, de la viande 2 fois par semaine et de la salade à tous les repas. Et dire que ta dégaine et ton bagou tournent la tête à des filles et qu'au village, on t'appelle le beau Jacques. Beau Jacques, hein? Grand dadais, hein? Et aux filles, tu leur parles aussi d'étoiles? Dis un peu, vaut rien. Non mais Adrienne, je t'assure... Toi, tu es trop douce avec lui, hein? Chut, tais-toi, écoute. Oui, ah oui, c'est lui. Ah bah non, ça n'est pas son auto. Alors qui est-ce? Je ne sais pas. La voiture s'est arrêtée ici. Oui, c'est Paul, tiens, voilà qui parle à Joseph. Il aurait changé d'automobile? Il se ruine, ce garçon. Peut-être Paul me donnera-t-il une idée, il a beaucoup d'idées, et comme les idées ne coûtent rien... Tu devrais avoir honte devant ton frère à te brinque-baller ainsi les bras au vent. Si j'étais ta mère, nous aurions encore des vaches rien que pour t'envoyer les traires tous les matins. Me voici. Bonjour, tante Adrienne. Merci, maman. Bonjour, Jacques. Est-il beau? Mais est-il beau?
crois-tu, hein? Et penser que c'est le frère de ce bon ami. Mon Paul, oh mon Paul, que tu es beau, et tu te portes. Comme un chêne de chez Ah. nous. Et vous tous, bonne mine? Bonne mine. Tu vois, il s'est fait à l'air de Paris. Et admirez ma nouvelle voiture. Ah, oui, ça. Enfin, puisque c'est nous les riches maintenant, faut bien faire un peu de flafla. Néanmoins, rappelle-toi, Paul, quand on se croit riche, on est bien près d'être pauvre, car la richesse pousse à la dépense. Certes, tante Adrienne. Paul, ta voiture qui s'en va? Oui, faire une course indispensable, chercher quelqu'un à la gare. Visite dont je vais avoir à vous entretenir. Et ta nouvelle gabarde, elle roule vite? Je ne sais pas, car j'ai l'orgueil bien placé. Je ne dis pas je fais tant à l'heure, mais je donne tant de coups de frein. Et quand je roule, je n'ai pas l'ambition d'additionner des kilomètres, mais de soustraire des coups de frein. Ah, si tu avais une voiture, toi, tu serais un chauffard, n'est-ce pas? Parce qu'à présent, tu conduirais toi-même ta voiture. Non, non, c'est toujours Joseph qui conduit. Je ne voudrais pas qu'il paie un chauffeur à ne rien faire. Il a trop de tenue dans la vie pour ne pas savoir diriger ses domestiques. Ah oui, puis Joseph est si prudent. Pas la raison, les domestiques coûtent cher, mais font respecter. Tu as besoin de quelque chose? Voilà que je tourne comme un toton, moi. Mais c'est de te voir, mon Paul, tu comprends? Je n'ai besoin de rien. Sinon de marcher un peu pour me dégourdir les jambes. Et de toute votre attention. Pour vous apprendre une grande nouvelle qui vous étonnera sans doute, sans toutefois. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais que ton frère s'est passionné dernièrement pour les études astronomiques. Et c'est un télescope? À la campagne, juste de procédés campagnards. Voici, je reconstitue le système solaire pour me bien pénétrer de sa perfection et de sa réalité. Oui, le Soleil est dans le jardin, bon, Mars est dans l'escalier, et Vénus dans la chambre d'amis. Tu n'auras donc jamais de sérieux dans l'esprit. Voilà. Non, je m'attendais à tout, sauf à ce reproche. Oh non, vous n'allez pas commencer. Oh non, Je ne j'aimerais te tant. reproche pas de me reprocher quelque chose, nous sommes frères et nous nous devons de nous communiquer nos vérités personnelles. Mais alors venir me dire, toi qui perds ton temps à des balivernes... Baliverne? Enfin, tu ne prends pas au sérieux, j'espère, en 1925, la rédaction d'articles de publicité vantant l'excellence d'un objet que tu ne fabriques même pas, qui n'est peut-être pas le meilleur et dont tu dis du bien parce que tu es payé pour en dire. Enfin, une glacière électrique, je crois, donc un objet qui, à la rigueur, pourrait même ne pas exister. Allons, allons! Tu es trop intelligent pour ne pas comprendre que la direction de cette publicité n'est qu'une baliverne devant l'extraordinaire, extraordinaire réalité du système solaire. Sais-tu ce que j'en dirais, moi, de ta saleté de glacière électrique si j'étais chef de publicité? Ma glacière électrique et toute cette merveilleuse machinerie automatique et moderne conserve les aliments et pourrit les hommes. Jacques, tu le sais, je suis ton aîné. Oui, alors ne me rappelle pas toujours cette différence d'âge, ça me chagrine. Pourquoi? Tu me fais penser avec ce mot-là que mon rôle dans la vie de famille se réduit à attendre ta mort. Mon petit, quand ton père n'avait pas encore vendu le bois d'amour, il était fermier et le chef de la famille. Il n'aurait pas été bon pour tes oreilles de dire ces paroles saugrenues. Le père, s'il t'entend répondre de la sorte à son aîné, ne doit pas être content de toi, ni de lui, car Paul devrait te corriger. Mais enfin, Adrienne, le père ne peut pas souhaiter qu'ils se battent, mais qu'ils s'entendent. Et si je pensais Sais-tu où il mangeait, ton père? Tout seul, à une table, devant le foyer. Et la Célestine devait le servir debout. Nous, les autres, on mangeait après, à la grande table. Et quand le père parlait, on l'écoutait. Le père, maintenant, si tout n'allait pas de travers, ce devrait être Paul. Mais on écoute Paul et on l'écouterait même bien davantage s'il n'avait pas changé de métier. Quand tu étais avocat, les clients qui te payaient devaient t'écouter, non? Je n'ai pas le temps de parler de la profession d'avocat dans ses rapports avec la vie de famille. D'abord, je ne suis plus avocat. Oui, et depuis en 3 ans, quelle situation tu as su te créer, ça. Oui, tu es devenu chef de publicité, c'est-à-dire quelque chose comme l'empileur de la veuve et de l'orphelin. Bref, tu juges toutes mes situations inutiles, grotesques ou malhonnêtes. Mais toi-même, que fais-tu? Qui Il es-tu? n'y a plus de base à rien. Oui, mais enfin, vous n'allez tout de même pas vous chamailler aujourd'hui. Non.
Non, non, pas aujourd'hui. J'aurais même été heureux, avant de vous annoncer la visite que je dois vous annoncer, de m'entendre avec Jacques sur bien des points essentiels. Ah, tu veux t'entendre avec moi sur des points essentiels. N'ironise pas. Je sais que ce n'est pas en quelques heures. Oui, crois-tu qu'avec des siècles, nous y parviendrions? Ainsi, tu ne sais même pas de quoi il retourne, et tu assures déjà que nous ne serons jamais d'accord. Si nous n'avions pas sauté de notre monde dans un autre, vous seriez d'accord tous les deux. Toi, tu seras la charrue. Lui, il soignerait le bétail. Mon frère serait encore ici à vous faire marcher droit. Bon, ben, la question n'est pas là. La nouvelle que je dois vous annoncer, certes, ne vous chagrinera pas. J'ose même espérer au contraire. Mais vous enveloppera sans doute d'un sentiment de solitude. Dans tes plaidoiries, tu disais de telles bourdes. Oui, vous enveloppez avec de la solitude, c'est assez cocasse. Tu es un garçon impossible, sans cœur, qui ne respecte rien. Bien, je crois l'heure venue de nous mettre d'accord sur les points essentiels. Jacques, nous nous entendrions mieux si tu avais le sens de tes responsabilités. Enfin, dis-nous quelle est cette nouvelle, Paul. Mais il m'interrompt chaque fois. Et je voudrais vous dire avec... Mais bon Dieu, quelle réussite dans la vie te donne cette assurance agressive? La fréquentation des astres, ah, la vue singulière que nous avons de nous-mêmes quand nous nous contemplons de là-haut. Méfie-toi, Jacques. Tu as eu de mauvaises fréquentations à Paris. Oui, j'ai reçu dernièrement la visite d'un de tes amis de Paris. Il me croyait encore avocat et, me sachant ton frère, va me trouver. Il avait commis quelques sottises qui le traînaient en correctionnel. Je n'ai pas de préjugés. Lorsque la postérité choisira parmi nos héros ses gloires, eh bien, je serais bien content de voir que certains jeunes seront peut-être pris par toi comme des condamnés, au fond, dont tu aurais profondément honte. J'en suis presque persuadé. Pense évidemment à Socrate, à Étienne Delay et au Chevalier de la Barre, et même au Marquis de Sade. Donc tu es un révolté. Quelle belle journée d'automne. En fait, tu ne songes pas, comme un homme raisonnable, à te créer un foyer? Non, alors là, mon vieux, franchement, pas du tout. Dans les circonstances actuelles et en rapport avec la nouvelle que je dois vous annoncer, je m'en réjouis. Si, renonçant provisoirement à te créer un foyer, tu restes ainsi avec maman et tante Adrienne. Mais d'un point de vue plus général, je le regrette quant à la conduite ultérieure de ta vie. Sans doute, pour être à la mode des fous qui te servent de camarades, ne crois-tu pas à l'amour non plus? Je ne le dirais peut-être pas si bêtement. Et les filles qui t'attendent la nuit? Beau Jacques. Elles sont charmantes. Charmant. L'autre soir, je demandais au curé s'il regrettait d'être célibataire. Sais-tu ce qu'il m'a répondu, lui qui connaît les secrets de tes donzelles? Ma chère demoiselle, les curés sont consolés de n'être pas mariés quand ils entendent les femmes se confesser. Pas toutes les femmes, ma tante, pas toutes les femmes. Simone veut toutes les femmes, sans exception. Non, permettez. Ah, la conversation nous entraîne. Bon, alors dis ce que tu veux dire. Eh bien, voilà. J'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. J'aurais aimé vous l'annoncer avec un peu plus de cérémonie, mais je n'ai pas... Enfin, j'ai perdu suffisamment de temps sur la route d'abord. Oui, ma voiture a crevé 2 fois. Et avec mon frère en discussion stérile. Oui, stérile. Et je le regrette. Voici. Maman. Tante Adrienne. Oui, et toi aussi, Jacques. J'ai le bonheur de vous annoncer. C'est une nouvelle grave. Quoi? Que je vais fonder une famille. Fonder une famille? Oui, j'aurais aimé
vous annoncer cette nouvelle avec plus de solennité. Mais quelle nouvelle, quelle solennité. Mais je vais me marier. Tu te maries? Avec qui? Eh bien, voilà, ma fiancée arrive. Et tu t'es fiancé sans nous le dire? Pas exactement, puisque je l'espère ce soir célébrer mes fiançailles avec votre assentiment. Ce soir, comme ça? Joseph, le chauffeur, est parti à la gare chercher ma fiancée qui arrive par le rapide de Paris. Il n'aurait pas été convenable que nous voyagions ensemble, déjà. Oh mon Dieu, la maison qui n'est pas rangée. Je sais de quelle importance est cette heure dans ma vie. Et je serais heureux que tout le monde autour de moi eût l'esprit assez sérieux pour comprendre la solennité de cet événement. Tu es chef de publicité, tu as encore raté ta vocation. Tu aurais dû te faire chef du protocole ou maître de cérémonie. Ah, quelle belle phrase nous allons entendre pour l'enterrement de ta vie de garçon. Tais-toi, Jacques. Oui, Jacques. J'espère que tu sauras te tenir d'une manière convenable. Le jour où je te présente celle que j'associe à mon avenir, il me serait agréable de te voir mettre un peu de dignité, ne serait-ce que dans ton maintien. Alors, dans ces conditions, je vais me composer un maintien digne. C'est ta figure de farceur qui attire les drôleries. Ton père, dès l'âge de 20 ans, l'imposait à tout le monde et à lui-même. Lui, comment veux-tu qu'il commande? Et un homme qui ne commande pas, c'est un valet de ferme. Et sans notre argent, tu ne serais jamais qu'un valet de ferme. Non, tante Adrienne, vos paroles me transforment et je vais vous prouver dès aujourd'hui ma volonté de devenir digne de la famille. Nous en jugerons. Il me semble déjà que la barbe me pousse au menton. Oui, Mademoiselle Lucie Blondel est en bas dans la voiture. déjà. Et je ne vous ai rien dit d'elle. Pourquoi ne monte-t-elle pas? Je cours la chercher. Voilà des manières. Je vais me préparer. Voilà trop de sérieux pour s'être laissé engluer par une créature. Tout de même, il me semble que cette demoiselle eût pu se faire accompagner par sa mère ou son père. Sûrement qu'elle va rester à dîner ici ce soir. Mais calme-toi, Célestine. C'est elle, j'espère, qui est émue. Nous n'avons qu'à nous asseoir et attendre. Assieds-toi. Je lui ferai vite comprendre que chez les Mirmont, les étrangères n'ont jamais commandé. Je le sais, Adrienne. Enfin, tout de même, ne sois pas trop... Elle fera comme moi, elle deviendra une Mirmont et un jour, peut-être, plus tard... Elle est bien lente, cette jeune personne. Et Paul qui ne laissait rien supposer, même dans ses lettres. Je vous présente mademoiselle Lucie Blondel dont je vous ai parlé. Voici ma mère, Lucie. Je suis très heureuse de vous connaître, mademoiselle, et bien émue aussi. Mon fils m'a dit tout ce que... Enfin, je ne doute pas que... Mais j'y pense, vous allez rester ce soir à dîner avec nous. Oh, et tante Adrienne. Je vous salue, mademoiselle. Nous aimons beaucoup Paul, qui est tout le portrait de mon frère, qui fut l'aîné et le chef de toute notre famille. Mon neveu est un homme loyal. Ce n'est pas un Parisien comme vos Parisiens. Lui, il est de chez nous. C'est un Parisien qui a été élevé ici. Mademoiselle, j'ai été élevée à la campagne aussi. Je suis bien aise d'apprendre que votre père est fermier. Non. Non, son père a été appelé très tôt à Paris par ses occupations. Ah. Mais offre donc une chaise, Paul, à ta fiancée. Marie! Marie! Que fait donc Marie? Vous prendrez bien un peu de vin bouché et des biscuits à la cuillère? Volontiers, vous êtes très aimable. Et où comptes-tu
comptes-tu faire habiter ta femme, Paul, quand vous serez mariés? Il va de soi, ma chère tante, que si je me marie, c'est pour vivre avec ma femme. Nous habiterons ensemble à Paris, mais sans en manquer une, nous passerons toutes nos vacances ici. Mais quand tu seras à ton travail, que fera mademoiselle à longueur de journée, seule à Paris? C'est une situation de nos jours dans votre Paris pour une femme que d'être seule à courir les rues. Il est vrai que vous aurez naturellement des enfants. Mais Paul, j'y pense, il faudra amener ta femme ici avec les enfants. Car mademoiselle, les enfants de notre race ont besoin de respirer notre air pour bien devenir. Vous êtes très aimable de m'inviter déjà, mes enfants, et moi... Ne me remerciez pas. Paul est ici chez lui. Ses enfants seront ici chez eux. Voilà. Voilà, ah oui, voilà un exemple que je ne vous conseille pas. Quand on a des domestiques, c'est pour qu'ils vous servent. Oh, mais je n'ai pas trouvé Marie. Maman, voudrais-tu conduire mademoiselle Blondel à sa chambre, enfin dans une chambre, enfin celle que tu lui destines pour cette nuit, la poussière de la route. La chambre bleue, n'est-ce pas, Paul? Oui, maman. Je vous dérange. Oh, voulez-vous bien vous taire, ma petite Lucie? Est-ce que vous n'êtes pas déjà un peu chez vous? Non, je vais vous le porter. Je vous le défends bien. Mon garçon, je ne te félicite pas. Vous ne la trouvez pas jolie? À peine parle-t-elle que tu dis oui. Elle ne pouvait pas attendre qu'on lui offre sa chambre. La poussière de la route. Cette manière de dire « je vous défends de porter mes bagages, je vous défends ». C'est une formule de politesse. Elle est mauvaise. C'est l'équivalent de « je vous prie de n'en rien faire ». Elle n'a rien à défendre. Je croyais que tu tenais de ton père. Enfin. Ah. Débouche la bouteille, puisque tu vas me recevoir les ordres à présent. Tout s'arrangera très bien, vous verrez, tante Adrienne. Où l'as-tu connu? Chez des amis. Ah. Il y a longtemps? Oui, presque un an. C'est tout? En somme, tu ne sais pas qui c'est. Et sa famille, tu comptes nous la présenter le jour des noces? Non, dès que cela sera possible. Mais d'ailleurs, je n'épouse pas la famille. J'espère bien. Elle me semble avoir déjà suffisamment de tête toute seule. Elle n'a pas dit 3 mots. Oui. Enfin. Je ne veux pas t'affliger, mon garçon. D'ailleurs, j'attends beaucoup de ces relations avec vous, ma tante. Oui, si sa jeunesse a un peu trop de propension à une légèreté, enfin une légèreté spirituelle, due à l'ambiance générale de notre époque, sa visite au lieu de notre famille lui donnera un point d'appui, s'incorporera aux générations des Miremont, vous verrez. Tu ne trouves pas que mademoiselle a un faux air de cousine Jeanne? Ah oui, peut-être, mais un peu le menton. Oh, les yeux aussi, tu ne trouves pas, Paul? J'ai si peu connu cousine Jeanne. Oh, elle était à ta communion, avec la nièce Agathe. Si tu te souviens, qui voulait marier ce petit couple, les Guilbert? Eh ben, elle les a mariés. Ils ont maintenant des enfants. Et cousine Jeanne était marraine de l'aîné. Et l'aîné a déjà communié? Oh, communier, mais je pense bien, il est père de famille. Ah, je sais pas si tu l'as su. Mais tenez, voilà d'ailleurs la nièce Agathe, là, à gauche du grand-père. Mais elle est encore jeune. Oh oui, enfin, sur la photo, qui est vieille, hélas. La nièce Agathe est morte, voilà plus de 5 ans. Ah, Eh, et ce joli bébé. Oh, un bien brave homme, l'oncle Florentin. Et ça? C'est Qu'est-ce que c'est que ça? un travail de mon frère. Mais que fait donc Jacques? Mademoiselle doit avoir soif. Un peu de vin rouge ne vous effraie pas, Lucie? Nous allons trinquer à votre bonheur, mes enfants. Mais que fait donc Jacques? J'ai hâte de vous présenter mon frère. Encore une de ces inconvenances. Ne devrait-il pas être ici? Jacques! Eh bien, Jacques! Ah, mais que faites-il donc? Nous t'attendons, Jacques! Laissez, je vous en prie, s'il est retenu. Retenu à quoi? Pas un exemple, mademoiselle, bien qu'il soit un Miremont, pourtant.
Pas un exemple. Nous ne pouvons tout de même pas porter dans la maison familiale sans lui le premier toast à notre avenir. Voyons. Jacques! Jacques! J'arrive! Me voici, me voici! Ma chère Lucie, je vais avoir le plaisir et l'honneur de vous présenter. Ma future belle-sœur, c'est avec un sentiment familial que... Nom de Dieu! Mon frère va vous oublier! J'ai toujours dit que la maison se détraquait. Je vous prie d'excuser, Lucie, d'excuser les dérèglements. Toi, fous le camp! Je vous prie d'excuser les violences d'un frère qui, en un jour si grave, et après m'avoir donné une si belle leçon de maintien, manque à ce point de calme et de dignité. Une telle mascarade aujourd'hui, tu es un sauvage! Ma chère future belle-sœur, la triste opinion que vous aurez du respect de votre mari pour les liens sacrés... Saltimbanque! Mais c'est pour se moquer, vous savez, Lucie, sa barbe est fausse. Mais je le vois bien. Mon Dieu, si je m'attendais... J'accepte votre rire avec humilité, mais je dois à tous une confession publique. De plus un mot! Parce que tu n'as pas caloté ce misérable, je préfère me retirer. Car voilà qui ne me donne pas envie de rire. Non, restez, tante Adrienne. Et toi, Jacques, tu vas sortir immédiatement de cette pièce, de cette maison, où en tant que chef de famille, je t'interdis désormais. Paul, vous permettez. Il a voulu m'outrager. Je me demande pourquoi vous ne riez pas comme moi. En tout cas, je ne veux pas que vous vous fâchiez à cause de moi. C'est ça, maintenant commandé. Ah, je sors. Ah, ça, je sors, je préfère me retirer. Mais... Tais-toi et fous le camp! Ne vous emballez pas. Je ne vous avais jamais vu en colère. Ne m'en veuillez pas, Lucie, comprenez. Voulez-vous me laisser un instant seul avec votre frère? Je suis certaine de m'entendre avec lui. Oh, vous seriez trop bonne, Lucie, de vous intéresser à un esprit fort qui n'est qu'imbécile. Paul, je veux vous réconcilier tous les deux. Ça sera notre souvenir de fiançailles. Mais oui, mon petit Paul, mademoiselle est calme et douce. Viens, tout s'arrangera, tu verras. Et nous dînerons tous ce soir gaiement. À moins que votre frère refuse de m'entendre. Oh, certes non, ce sera ma deuxième leçon de la journée. Mais oui, viens, Paul, viens. Nous nous occuperons du dîner tous les deux. Et puis aussi de tante Adrienne. Bah, allez, viens. Vous êtes trop bonne, Lucie. Je remarque, sans jalousie, que l'on vous rend justice, tandis que mes efforts à moi sont méconnus. Montez votre barbe que je vois à quoi vous ressemblez. Depuis une heure, je ressemble à mon frère. Je suis mon frère. Je suis l'esprit de famille. Le sérieux de la maison, la sagesse des idées et le bonheur dans la vie. Tout cela vous est venu avec votre barbe? Oui, et aussi le désir de cultiver les joies domestiques, une main sur le berceau du dernier-né et l'autre main sur la canne du grand-père. Mais vous êtes insensé. Parce que je vous présente un motif allégorique, que je sculpterai d'ailleurs un de ces jours. Vous êtes sculpteur. Non, mais je vais le devenir, et nous serons tous ici le soir sous la lampe, le jour sous l'œil de tante Adrienne, vous tricotant, moi sculptant, mon frère vous bénissant, tandis que des hommes inconnus nous apporteront matin et soir le boire et le manger. Quels hommes inconnus? La maison est hantée? Non, n'ayez point tant de fantaisie. Quels hommes inconnus? Ignorez-vous que nous avons des actions, de bonnes actions, ce qui nous dispense d'en faire, et qu'à travers le monde, dans des usines diverses, des hommes que nous ne connaissons pas travaillent chaque jour quelques secondes pour nous, si bien que vous pourrez tricoter du matin au soir sans que votre assiduité en soit troublée. Pourquoi vous payez-vous ainsi ma tête? J'avoue que Paul m'avait décrit tout autrement son frère. Je vous croyais vaguement cultivateur. Et j'espérais me promener avec vous à cheval dans les champs. Ah, vous aimez le cheval? Oh oui, je ne suis jamais montée à cheval. Mais ce doit être si étourdissant. Et je me faisais une fête de courir avec vous dans le vent. Voilà donc quelles sont vos pensées, au lieu de préparer la réponse au discours que mon frère prononcera ce soir, avant le cidre bouché. Paul va prononcer un discours? À qui? À la solennité de la cérémonie, devant sa mère et sa chère tante, devant vous-même. Et moi, si je suis là... Vous êtes certain du discours? Comment? Paul aurait déjà pu se retenir de vous faire des discours, mais vous le connaissez donc de ce matin. Non, je connais Paul depuis. Hum. Et puis enlevez votre barbe. Non, non. Laissez-moi faire. Quel garnement. Oui, joli garçon. Dites-moi,
Vous espériez m'estomaquer? Oh, je ne pensais pas à vous, je ne vous connaissais pas. Je savais seulement que vous aviez été choisi par mon frère. J'ai été choisie. J'ai été choisie! Je ne suis pas une potiche! Ah! C'est vous qui l'avez distingué. Vous m'embêtez. Et vous ne l'aviez jamais vu en colère. Et cette vision vous rend moins fier de votre choix. Ainsi, vous n'aimez pas beaucoup votre frère. Il est un peu solennel pour moi. Vous comprenez, il m'aime, bien sûr, il m'aime, mais parce que je suis son frère. Je représente sa dignité fraternelle, comme il aimera en vous son état de mari. Vous serez pour lui le miroir où il se regardera vivre, mari. Je le vois très bien se mirer dans vos yeux pour arranger sa cravate genre mari. Ainsi, détestant votre frère, car vous le détestez, vous avez imaginé cette petite blague afin de dérouter sa fiancée et faire rater son mariage. Je n'imaginais pas que mon frère puisse dénicher autre chose qu'une dinde. Je vous remercie. Mais votre manigance manquait de chic tout de même. N'allez pas me juger, vous aussi dans cette maison, on passe son temps à se juger les uns les autres. T'as un truc à employer pour se faire des compliments à soi-même. Remarquez, je ne dis pas ça pour vous. Vous êtes très chic. Mais mon Dieu, si ma barbe vous a fait rire, que fichez-vous ici? Comment? Qu'est-ce que je fiche ici? N'allez pas vous imaginer que j'ai trouvé votre plaisanterie spirituelle. Excusez-moi. Naturellement, je vous excuse. Mais pourquoi avez-vous imaginé cette comédie? Parce que la vie est impossible, ici impossible. Vous verrez quand ils disent les Miremont, si c'est de la rigolade. Évidemment, cette révolte ne mène à rien, mais elle m'occupe. Alors pourquoi vivez-vous ici? C'est tout ce que vous avez comme occupation? Oui. Eh bien, je vous félicite. Vous avez mieux à m'offrir? Vous ne prétendez pas que la fainéantise soit une brillante règle de vie? Est-ce ma faute si rien n'est assez solide pour que j'accroche une ambition sans doute démesurée? Vous avez de si grandes ambitions? En tout cas, les satisfactions des autres ne me satisfont pas! Quoi? Vous n'avez donc jamais vu mon frère dans ses bureaux de Paris? Si, quelquefois. Souvent même. Moi, une fois. Un jour qui m'avait convoqué pour se faire admirer. Ah! Et vous croyez qu'on peut prendre au sérieux ce cataclysme de téléphone, de machine à écrire des sottises? Et cette atmosphère si inhumaine des bureaux que même les fleurs qu'on pose sur la table du patron prennent un air d'esclaves soumises, de femmes vendues! Putain pour homme chic! Mais vous êtes fou! Qu'importe, que je m'en vais, que je ne vous reverrai plus. Je vais chercher... Quoi? Oh, si je savais, je ne chercherais pas. Où partez-vous? Pourquoi vous retenez-vous de pleurer? Moi? Hélas, la femme qui me fera pleurer n'est pas encore née. Vous ne valez même pas votre frère. Même pas? Ce que je veux dire, c'est que votre frère a déjà pleuré pour des femmes, lui. Au moins pour une femme. Quoi? Vous avez fait pleurer Paul, vous? C'est une blague. Comment pleure-t-il? Dans quelle tenue? Dans quelle attitude? De vraies larmes? Et il était à genoux? Eh bien, ma chère amie, vous ne connaissez pas Paul, ou bien peut-être connaissez-vous Paul, mais vous ne connaissez pas Monsieur Birmont! Ah, je ne m'en vais pas seulement pour moi. Je m'en vais aussi pour ne pas vous voir devenir Madame Miremont pour la vie. Pour la vie, naturellement, quand on dit ainsi pour la vie, la gorge se serre, mais la règle est la même pour tout le monde. On se marie pour la vie. Je vous le dis, je pars, et je regrette de n'être pas parti hier. Je ne vous reverrai jamais, jamais. Je veux voir ce qu'on aura fait de vous. Et que deviendrez-vous, vous-même? Je ne sais pas. Je veux savoir, le jour où j'entre pour toujours me fixer dans cette famille, que vous partiez, vous, au hasard. Ah non, non. Vous êtes curieuse de l'avenir des gens que vous rencontrez? Quand vous rencontrez un homme, vous le regardez en pensant tout ça est très joli, mais dans 10 ans, voyons, imaginons dans 10 ans. Oui, que serons-nous dans 10 ans? Voilà, je ne le sais pas. Tandis que vous, je le sais. Vous ne savez rien du tout? Oui, je le sais. Tenez, dès demain, Tante Adrienne vous révélera les premiers secrets de famille. Comment on baptise en arrière de la bonne la bouteille d'eau de Javel afin qu'elle ne brûle pas le linge. Elle vous apprendra que le samedi, pour les cuivres... Que m'importe? Puis Paul vous parlera avec de grands mots des liens sacrés du mariage. Il ne vous a pas déjà fait de grands discours sur l'assurance que donne dans la vie une famille unie et puissante? Non. Vous ne perdez rien pour attendre. Votre frère... Je ne peux tout de même pas vous dire...
Vous ne savez rien. Je me demande même comment mon frère a pu consentir à vous amener ici subitement et sans plus d'apparat, sans réception à la gare. D'abord, je ne suis pas venue par le train, mais en auto, avec lui. Il m'avait prié de me taire. Voyez? C'est pas possible. Vous parlez, vous parlez. Vous ne pensez qu'à vous. Mais vous ne m'avez pas regardé, vous ne m'avez pas écouté. Vous ne savez pas qui je suis. Qui êtes-vous? Allez chercher Paul. Je vous en supplie. Allez chercher Paul tout de suite. Non, vous aurez jusqu'à votre dernier battement de cœur pour le contempler. Allez chercher Paul. Je ne veux pas que vous partiez, je veux que vous alliez chercher Paul. Je vais partir, mais ne vous affligez pas, je ne suis pas à plaindre, je ne tiens à rien. Vous me demandiez tout à l'heure quelles étaient mes dernières occupations. Tenez, regardez. Qu'est-ce que c'est? Une étoile. Et pas même visible à l'œil nu. J'ai vécu des mois dans ces mondes déserts qui me rendaient tolérable ma solitude. Allez chercher Paul. Alors dites-moi, quand vous étiez petite fille, à quoi rêviez-vous? Vous n'avez pas une photographie prise sur une plage, tandis que vous attendiez le prince charmant? Je ne rêvais pas à un prince charmant. À quoi rêviez-vous? À ce que j'allais devenir, tout simplement. Madame Mirmont. Quel pays je connaîtrais? Le domaine des Mirmont. Ce grand vide dans lequel ma vie s'organiserait? La salle à manger des Mirmont. Je ne pouvais voir un homme sans trembler. Est-ce lui, me disais-je, qui n'est encore rien pour moi, qui va devenir tout? Ne tremblez plus, Madame Mirmont. Taisez-vous, taisez-vous. Pensez, quand une porte s'ouvre devant moi, je me demande, mon Dieu, qui va entrer? J'attends toujours des miracles. Oui, c'est un mot à moi, mes miracles. C'est ce qui arrive et que je n'attendais pas et qui me surprend. Alors il est impossible que ma vie soit déjà prévue ici. Ma présence changera tout, voilà le miracle. Restez et vous verrez. Qui êtes-vous? Une femme comme les autres. Non. Où avez-vous vécu? D'où venez-vous? Je viens de mes 20 ans, vous comprenez? Voilà mon pays et la famille que j'abandonne, mes 20 ans. Je devais un jour en finir et un jour à un homme dire oui. Eh bien, vous êtes courageuse. Non. Si! Car vous dites oui en connaissance de cause. Ici, on ne trompe pas. Vous êtes prévenu à l'entrée. Tenez! Regardez dans les accessoires de la maison. Voici le fauteuil de l'aïeul. J'y ai vu mon grand-père assis. Mon fils, à leur retour du régiment, s'y reposeront. Mes fils, soldats. Vous verrez, dans une famille, comme les générations se mêlent vite et de quelle façon ils jonglent avec les mariages, les baptêmes et les enterrements. Tenez, regardez les portraits des ancêtres et les tableaux de la famille. Tenez, regardez, tante Adrienne, bébé, et le mariage de maman. Tenez, tante Adrienne à votre âge. Et au-dessus, si vous permettez, voici la place pour accrocher votre portrait de première communiante. Oui, vous ne pensiez pas qu'elle jaunirait ici, la photo de vos 10 ans. Et ici, on vous accrochera avec un petit chignon, puis en cheveux blancs. Quant au cimetière, il est à côté, nous avons un caveau de famille à perpétuité. C'est seulement aujourd'hui que le désespoir vous fait sangloter auprès de ces pauvres choses manquées. Voyez-vous, je vois ce que d'autres peut-être ne voient pas à mon âge. C'est que les plus de 50 ans ont eu 20 ans eux aussi et que nous ne le croyons pas. Et nous serons un jour comme eux si nous vivons comme eux. Voilà ce que j'appelle la vie de famille. C'est cette vie au milieu des ratés et des morts. Allumez, allumez ou je crie, j'ai peur. Comme c'est petit. Voici votre chaise et les 3 autres. Mettez-vous ici. Voilà. Il n'y a personne, hein? Mais en êtes-vous bien certaine? Moi, je vous vois. Tous les 4. Ma mère. Paul. Tante Adrienne. Et vous. C'est l'heure du potage. Et, chut, taisez-vous. Votre vie commence. Alors moi je pars parce qu'il y a trop de choses dans le monde pour rester ici enfermé. Adieu. Je reste rester. C'est moi qui pars. Oui, je m'en vais.
Restez et vous leur direz. Paul, parce que vous ne savez pas ce qu'il pense de moi, Paul croira tout autre chose. Mais tant pis, je ne peux pas. Vous n'allez pas partir ainsi. Tout de suite. Et quand je serai loin, très loin, restez pour lui dire. Quoi? Vous direz à Paul que je ne peux pas. Que je ne peux pas. Que je ne peux pas. Je l'ai compris tout de suite en entrant. Mais oui, ce n'est pas vous. Tout de suite, j'ai senti que j'étais perdue. J'ai essayé, mais je me sens déjà mourir. Et je veux vivre, vivre! Lucie, vous n'allez pas partir ainsi. Tout de suite! Lucie. Lucie. Il est 11 heures. Bientôt nous allons vivre sans voir le soleil. Nous nous coucherons juste à l'aube pour nous lever au crépuscule. Lucie. D'abord, levez-vous, tyran. Non. Attends ma petite prière quotidienne soit faite. Et je vais te sortir du lit, moi. Où est mon crayon? Voilà. S'il découvre ce champ de croix, il ne comprendra pas et je ne lui expliquerai rien. Pardon, mon vieux soleil, d'avoir manqué des heures de bonheur pendant que tu éclairais déjà le monde, mais je suis si heureuse. Tu le sais que je suis heureuse, même quand je dors. Lucie. Oui! Tu l'as déjà commencé, notre nouvelle journée. Mais comme tous les autres jours, je la marquerai pour bien la saisir au passage. Nouvelle petite barre droite, de haut en bas. C'est fait. Oui, que peux-tu bien fabriquer? Ma culture physique. Quelle heure est-il? 11 heures. Ah, si j'ai bonne mémoire, nous n'avons pas un sou, et à cette heure-là, je devrais être au journal. Oui. Eh ben, je vais me recoucher, puis je t'attends. Qui sait comment ce soir je barrerai cette croix. Mais quoi qu'il arrive, je te remercierai toujours de ces 172 jours de bonheur. Lucie, alors? Oui! Heureusement que nous ne sommes pas obligés de vivre devant les autres avec des pensées nues. Sinon, ils riraient tous à découvrir que je ne suis pas encore habituée à ma chance. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais vous en avez du toupet! Mais il est tout de même 11 heures. C'est moi, vieux. Max. Eh, qu'est-ce que tu viens foutre? Comment ça, qu'est-ce que je viens foutre? Oui, ah, je vois, tu ne le sais pas. Bon, ben alors assieds-toi là, et puis réfléchis, tu me le diras tout à l'heure, hein? Quelle maison? Jacques. Tu sais que les gens heureux, c'est assommant pour les autres. Oui, mais ça n'existe pas, les autres. Il y a elle, il y a moi, il y a nous, et puis il n'y a rien. Et puis, y a rien! L'Amérique, la Chine, la Pologne, sur le Danube. L'incendie de Vaugirard. Jacques! Ah, la barbe. Il y a eu le feu à Vaugirard! La barbe, tu dis? Et viens voir! Quoi? Une usine de lampes électriques. Mon Dieu, c'est pas vrai. Où? Fais voir. Hein? Oh, dis donc, alors, mon deuxième ratage en 15 jours, ils vont me vider, je vois pas où c'est. Mais idiot! C'est au 243, sur Javel. Alors, du moment que le quartier de Javel ne brûle pas, tout le quartier de Grenelle peut brûler. Moi, ça m'est complètement égal, ça n'est pas mon travail, tu comprends? Gros malin, occupe-toi de tes affaires, va. Allez. T'as toutes les veines, hein. Oh, pauvre rigolo. Allez, laisse-moi m'habiller tranquille et lis le journal. T'es écœurant.
Bonjour, Max. Bonjour, Lucie. Ah, pas comme ça, mon vieux. Dites-moi bonjour, Lucie. Et puis embrassez-moi. Sur les joues? Ah non. Je vous dirai bonjour, Lucie, mais pas les joues. Est-ce que ça peut être bête, un homme qu'on n'aime pas? Est-ce que ça peut être méchant, une femme qui aime un autre homme? Alors j'ose être très méchante. Ne le dites pas si fort que vous aimez Jacques. Je finirai par ne pas le croire. Et j'en serai plus heureux. Je comprends parfaitement votre amour pour Jacques. Moi-même, je le trouve un type épatant. Mais tout de même, vous n'aimerez pas votre vie entière. Pourtant, si je meurs demain, Jacques aura été le seul amour de ma vie. Même si je meurs à 60 ans. Vous m'agacez avec vos questions idiotes. Vous ne comprenez pas ce que je veux vous dire. Mais si, très bien. Mais non. Avez-vous l'intention, et tout est là, avez-vous l'intention de ne plus jamais vous déshabiller devant un autre homme? Et je dis déshabiller par un vieux reste de scrupules verbal bourgeois, qui correspond d'ailleurs à quelque chose. Les femmes hésitent un peu à se déshabiller devant un homme. Mais après, elles n'hésitent plus devant rien. Je ne vous dirai plus un mot. Vous ne voulez pas me répondre parce que vous ne voulez pas vous interroger. D'abord, croyez-vous à la fidélité éternelle de Jacques? Taisez-vous. Jacques supporte que vous me fassiez la cour, mais tout de même... Alors, t'as réfléchi À quoi? aux raisons profondes de ta présence ici? Je viens déjeuner. Ah, tu viens déjeuner? Eh ben, mon vieux, t'as pas de chance. Comment ça, il n'y a pas de chance? Eh ben oui, parce que notre cher ami vient aussi déjeuner, puis c'est tout. Comment ça, c'est tout? Eh ben oui, nous serons tous les quatre seuls. Tu ne comprends pas? Seuls avec notre appétit et des assiettes vides. Et vous avez faim, vous aussi? Ah oui, alors là, mon vieux, nous avons tous faim. Une faim de loup. Eh oui, loup, où es-tu? Je suis dans le garde-manger. Non, je suis dans la popoche. Rends-moi mon portefeuille! Ah, tu vois ce propriétaire? Il a de l'argent et il le cache. Je n'ai pas d'argent, rends-moi mon portefeuille! C'est vrai, ça, il n'a même pas un billet de 100 sous. Oh, pardon, je ne la connaissais pas. Tu es charmante ici, une photo de toi. Où avez-vous volé ça? C'est toi qui la lui as donnée? Mais non, ce n'est pas moi. Et pourquoi pas, il a bien le droit d'avoir ta photo dans sa poche. Vraiment? Eh bien, je regrette de ne pas la lui avoir donnée. Les femmes sont insensées. Elles s'efforcent de trouver intolérable l'idée que tu as dans ton portefeuille une petite image d'elle et elles trouvent tout à fait normal de se montrer à toi tous les jours, en chair et en os et à 1 mètre de distance. Mais en ce moment, il te regarde et tu es beaucoup plus ressemblante que sur ta photographie. Et c'est beaucoup plus grave, enfin si on considère comme grave le fait qu'on te regarde et même qu'on t'admire. Quoi donc? Ah, et vous? Puis-je vous demander pour la 50e fois de frapper avant d'entrer? Oh, ma chère Lucie, vous êtes victime d'une éducation périmée et d'habitudes ancestrales que vous prenez pour des convictions philosophiques. Nous sommes chez nous nulle part. Cher ami, Oui? vous avez de l'argent? Oh, je méprise l'argent. C'est pour déjeuner. Ah, Alors, moi je dispose de très peu, je crois de 2 francs 15. Alors, Et moi, de 3 francs et 7 sous. donne. alors. Oui. Bon, c'est la pauvreté. Il reste du beurre, un peu de caviar, on fera des toasts et du thé, je téléphone au journal, j'achète du pain et je reviens. Tu devrais déjà être parti pour être déjà revenu. Embrasse-moi. Non. Eh oh, dis-leur tout de même à ton journal qu'à Paris, on ne paie pas assez les journalistes. Vous me permettez, Lucie, de vous dire que votre robe est adorable? Votre robe est adorable. Il n'y connaît rien. Ah, et toi, tu y connais quelque chose. Oui, il faut même te dire que c'est la robe que Lucie avait hier soir. La même robe, transformée. C'est vrai, je n'ai pas fini de la transformer. Regardez tout ce qu'on peut faire avec une robe. Regardez. Oui. Peut-être ainsi. Oh, Ou encore ceci. oh très bien. Oh, très bien. Ah, très bien. Et regardez comme cette ceinture change tout. Regardez. Vous connaissez Arbaud? Qui c'est ça, Arbaud? Oh, un couturier, mon vieux, un couturier des Champs-Élysées. Oui, je connais. Enfin, je connais de nom. Alors tu veux faire de notre ami une femme à la mode, quoi? Une femme à la mode. Eh oui, une femme de notre époque, un mannequin. Vous savez dessiner? Peut-être. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un ami qui travaille à la comptabilité chez Arbaud. Et alors? Mais il paraît que les femmes qui font des modèles, qui inventent, qui dessinent, gagnent jusqu'à 100 000 francs par an. 100 000 francs? Pourquoi faire? Si vous avez raison. Je vais vivre toute la journée avec ce billet de loterie et je vais être heureuse. Ah oui, ça je savais, que vous vous contentiez de peu. Vous ne me comprenez pas. Ce n'est pas cette mirifique situation qui peut me tenter même une seconde, mais l'idée seule du changement d'existence. Vous êtes malheureuse dans votre existence actuelle?
Vous savez bien que non. Possible, mais ça ne durera pas. Quel charmant garçon délicat vous êtes. Oh non, je ne suis ni charmant, ni délicat, ni danseur mondain. Et j'essaie de comprendre seulement, voilà, et je vous dis, si vous teniez à entrer dans la famille de Jacques, vous vous êtes trompé de frère. Fallait prendre l'autre. Mais vous êtes fou. Un certain Paul. Un homme tout à fait dans votre genre de femme qui s'installe dans le bonheur. Je l'ai vu une fois, mais une fois qui compte. Jacques, à ce moment-là, avait déjà fait sa fugue, sa petite fugue avec vous. Hein? Il est revenu de la campagne avec vous. Vous avez connu Paul. Eh oui. J'avais un différend avec un libraire qui croyait m'avoir vu emporter quelques-uns de ses livres sans le prévenir. Alors, voulant que mes démêlés avec ce libraire vindicatif me fussent de quelque utilité, je profitais de l'aubaine pour faire la connaissance de Paul. Le gros malin fit semblant d'écouter mon histoire et de s'y intéresser. Trop content qu'il était de pouvoir faire la connaissance d'un ami de son frère dans une situation qu'il jugeait incompatible avec la bonne marche du commerce. Je savais, moi, qu'il n'était plus inscrit au barreau, mais lui, ignorait que mon unique désir était de le voir dans l'exercice de sa morale d'homme tranquille. Je ne vois pas de rapport entre vos discours et ma destinée. Ah, je vais épouser celle du frère de Jacques. Oui, tout comme vous, il ne comprit pas mes discours lorsque je lui exposais les dangers de toutes les conquêtes, la vanité de toutes les possessions. Je possède quoi, cher ami? Mais Jacques, que vous tenez par la main, comme un sergent de ville tient un voleur. Mais ce n'est pas vrai! Hier, il prétendait qu'il n'y avait qu'une seule femme libre dans tout notre groupe et que c'était... Pardon, j'ai dit que Lucie avait un tempérament de femme libre et que seul l'avenir nous dirait... Vous vous croyez toujours à minuit devant une table de café lorsqu'on dit n'importe quoi, histoire de ne pas rentrer chez soi. Oui, c'est vrai, je dis n'importe quoi. Pour m'entourer de toutes les possibilités. Je ne veux rien posséder, même pas ma pensée. Je la laisse libre, elle aussi. Ah, j'ai hâte de le voir, ton roman. Car pour un psychologue, t'es cocasse. Ah oui, alors si je suis un psychologue si cocasse, comment expliques-tu que je sache pourquoi tu seras toujours amoureux de la femme de ton meilleur ami? Oui, ce n'est pas par canaillerie comme on pourrait le penser, qu'il n'a jamais eu d'autre désir que de coucher avec la femme de son meilleur ami, quelle que soit la femme et quel que soit l'ami. Mais Non, taisez-vous! au contraire, c'est même le trait le plus noble de sa pauvre nature. Il aime tellement son ami qu'il prend ses tics, ses goûts, y compris sa femme. Ah, tu te crois un séducteur, hein? Tu es un séduit. C'est simple. Si tu m'en croyais, tu saurais que tes sentiments prennent un détour inutile. Voyons. Et que ton véritable destin est d'être pédéraste. Oh, vous ririez moins, Lucie, si vous saviez à quel point il est renseigné sur vous. Ah oui, alors là, il veut dire, mais il n'ose pas, que j'écoute aux portes. Oh ben quoi, vous le saviez, ma belle amie, hein? C'est une habitude que me reprochent les gens qui n'ont pas la violence de mes curiosités. Alors ce crétin fait donc allusion à ce petit détail que je sais de vous et que je ne m'explique pas. Jacques est, paraît-il, votre premier amant. Oh ben quoi, ne sursautez pas ainsi. Ben, les femmes sont déconcertantes. Elles se marient avec fleur d'oranger, convoquent toute leur famille pour la première nuit où elles vont faire l'amour, sans être gênées le moins du monde, et parce que moi, je sais, 6 mois après que la première fois c'était avec Jacques... Zut, vous m'agacez tous les deux, est-ce que ça vous regarde? On a la sottise de se faire appeler d'un nom si prétentieux que le vôtre. Comment? En voilà un pseudonyme, cher ami. Ah ben alors, si vous trouvez que cher ami soit un nom extraordinaire, c'est un... Ah, vous découvrez peut-être dans le choix de ce nom une manifestation de votre modestie. Vous allez prétendre que cher ami est un nom discret. Discret ou non, c'est désormais mon étiquette. Et d'abord, elle est très suffisante pour Paris. Cher ami, cher ami, cher ami. Non, reconnaissez que j'ai assez bien manigancé mon affaire, hein. Plus de famille, plus d'état civil, j'ai tout détruit. Ta famille avec? On reconnaît que j'ai profondément détruit en moi tout esprit de famille. Non, Lucie, Jacques se méprend lorsqu'il s'imagine que vous êtes affranchis de tous ces bons petits préjugés qui font le bonheur des sociétés et le malheur des hommes. Les hommes sont si malheureux. Oh, un jour vous apprendrez qu'ils sont malheureux, ceux qui attendent leur bonheur de leur désir de posséder et d'acquérir, car on ne peut rien posséder, rien ne peut être acquis. Les choses de ce monde sont encore plus fragiles que le bonheur des hommes,
Et il faut vivre les mains ouvertes pour tout recevoir et pour tout perdre. Vous êtes un bohème, m'avait dit Monsieur Paul. Non, 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 non. Je suis un riche, trop orgueilleux pour se contenter de la richesse et qui s'est résigné à vivre dans un monde charmant où rien n'est à moi, où tout est à moi, même les livres des libraires. Ah, Jacques, Lucie demandait à l'instant si les hommes étaient malheureux. Pauvre chéri. Moi, c'est ça l'égoïste. Ah bah non, mais moi j'ai le courage de mes désirs. Ils me reprochent tous de rester ici. Je suis venue par hasard, c'est entendu. Mais si je reste, c'est parce qu'il n'y a vraiment pas de raison pour que je parte, puisque Jacques m'aime et que je l'aime. Tant que cela durera, pourquoi voulez-vous que nous nous quittions? Écoutez-moi, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Oui, mais il ne faut pas pleurer, ma petite Lucie. Voilà, tu vas me quitter? Oui. Mais je ne veux pas. Oh, mais écoute, laisse-moi terminer, je pars, c'est entendu, mais je pars pour 15 jours seulement. Tu pars pour 15 jours ou pourquoi? Ah, coup de téléphone au journal, très bonne nouvelle. Pologne, première classe, grosse galette, reportage sensationnel sur la question juive. Jacques Mirmont, ils ont choisi Jacques Mirmont. Sensationnel. Mais tu m'emmènes. En Pologne, je ne peux pas, l'administrateur ne te paierait certainement pas ton voyage, et le directeur, si tu m'accompagnais, trouverait à coup sûr mon reportage bâclé. Nous vivons au milieu de conventions solides. Tu peux faire quelque chose de très bien. Oui. Et sans le montrer. En dessous, animé d'un esprit révolutionnaire, ce qui est très utile dans un journal bourgeois. Viens-tu avec moi? Un reportage sur l'armée polonaise cherche un titulaire. Hein? Puis au journal, personne ne comprend que tu t'obstines à rester correcteur. Cher ami, peut signer une œuvre bouleversant les habitudes des hommes. Non mais est-ce que tu vois ce nom au bas d'une série d'articles? Non, je ne déshonorerais. Il y a des noms difficiles à porter. Oh, quel culot! Hier, il me disait... Le contraire? Mais c'est parce que la vérité que je veux défendre avant tout, la vérité éternelle, est faite d'idées humaines, inconciliables. Je ne veux pas que tu partes. Mais oui, mais 15 jours, ce ne sera pas long. C'est rien. 15 jours, c'est rien, tu trouves? Oui. Jacques, mais tu m'aimes encore? Si je t'aime, je n'aime que toi. Alors ne pars pas. Pars, car il est nécessaire que Lucie profite de ces 15 jours pour s'offrir un amant. À vous assez! Votre fidélité est extrêmement dangereuse, car elle vous donne à tous les deux un goût de la propriété, qui, je vous le prédis, amènera des désastres. Tu es de cet avis? En théorie, Comment en théorie? les moyens de dénicher le bonheur sont souvent si inattendus. Alors, pour te rendre heureux, je dois prendre un amant. Croyez-moi, ne vivez pas avec ces valeurs dangereuses. Voyez ces banqueroutes qui éclatent tous les jours, suicides, divorces, hein, meurtres passionnels. Allez-vous vous aussi précipiter vos désirs et vos sentiments dans un pareil coupe-gorge? Mais il est libre, hélas, et il va partir. À quelle heure? À 3h05 tout à l'heure. Non! Mais oui, je suis obligé. Allons préparer les toasts, Max. Elle est très forte. Comment ça? Oui, parce que, naturellement, tu sais que depuis 3 semaines, elle a un amant. Qu'est-ce que tu dis? Comment, tu l'ignorais? Pardon, puis alors là, j'ai gaffé. Qu'est-ce que tu dis? Ah, Lucie, un amant? Qu'est-ce que tu dis? Lucie! Qu'y a-t-il? Tu as un amant? Moi? Depuis 3 semaines? Moi! C'était une blague, vieux. Pour voir la gueule que tu ferais et à quel point elle était libre, elle aussi. Vous êtes un homme monstrueux! Et remarque que ma plaisanterie et mon expérience marchaient tout aussi bien avec elle. Comment as-tu pu croire, Jacques, une chose pareille? Mon chéri... Eh, Max, remarque, il est libre, hein. Elle est libre, enfin qu'ils disent, hein, ma parole. Parler de la liberté à des amoureux, c'est parler grec à un Chinois. Jacques, tu ne dois pas douter de moi. Mais que veux-tu si un jour... Non! Si ce malheur arrive que j'aime un autre homme, aussitôt que moi-même je le saurai, je te le dirai. Oh, grande âme féminine, comme c'est gentil. Alors, si vous le prévenez, c'est que vous serez certaine de le prendre, ce fol amant. Autrement, ce serait auprès de Jacques un chantage ignoble. Donc, vous lui direz, sans qu'il puisse rien contre votre décision, « Mon chéri, ce soir, je vais coucher dans le lit d'un autre monsieur, que tu connais peut-être, mais comme je suis une femme honnête, je te préviens. Et là-dessus, tâche de bien dormir. Charmante nuit, n'est-ce pas, Jacques? Tes amis Jacques sont odieux. Je ne veux plus qu'ils recommencent. Et je recommencerai, car je veux vous mettre en garde. Pour des gens comme vous, l'amour est la porte d'entrée de la famille. Ta gueule! Attention,
Ça commence à sentir chez vous la lavande et la pile de draps. Et puis le bonheur mis en pot comme des confitures. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Mirmont, Oui. quelqu'un m'a dit comme ça à remettre en main propre. Donne. Attends, tu vas te dire... mes amis, laissez-moi seul. Voulez-vous, j'ai quelqu'un à recevoir. Qui? Dis à cette personne de monter. Allez dans la chambre avec Lucie. Je tiens absolument à ce qu'on me laisse seul tant que je n'irai pas vous chercher. Et surtout, tâche d'empêcher, cher ami, d'écouter à la porte. Je t'expliquerai. Bon, nous pouvons sortir dignement, si tu préfères. Non, il n'y a qu'un escalier dans la maison. Allez dans la chambre avec Lucie, je préfère. Bien, monsieur. À tout à l'heure. Allez, bon. Bonjour Jacques. Bonjour Paul. Je te remercie de m'avoir reçu, bien que je ne t'ai pas écrit d'avance. C'est toi? Je craignais que tu ne répondes pas à une lettre te demandant un rendez-vous, tandis que je me doutais bien que tu me dirais d'entrer quand tu me saurais derrière la porte. Mais je t'aurais reçu de toute façon, Paul, car j'imagine bien que si tu viens, ce n'est pas sans motif. Et si je venais sans motif? Que viens-tu faire ici? Te voir, Et puis? savoir ce que tu deviens? Et tu n'as rien d'autre à me dire? Non. Maman n'est pas malade. Elle n'est ni très gaie, ni très heureuse, mais elle n'est pas souffrante. Tu l'as vue ces jours-ci? J'habite maintenant avec maman et tante Adrienne, là-bas, chez nous. Tu ignores sans doute que j'ai renoncé à la vie de Paris. Ah, non, c'est dans les 2 lettres que maman m'a envoyées, elle ne me parlait pas de toi. C'est justement pour éclaircir la situation que... Non, je t'écoute. Eh bien voilà, tu m'écoutes. Je te parle. Nous sommes très calmes l'un et l'autre. Je suis là. N'est-ce pas déjà un très grand progrès? Progrès vers quoi? Faire une réconciliation que j'estime utile, quand ça ne serait que pour le bonheur de maman. Je ne sais pas très bien ce qu'il faudrait dire. Ah, ça n'est pas faute d'avoir préparé des discours. Depuis le fameux jour, je n'ai guère cessé de te parler dans ma solitude. Ah oui, c'est maman qui t'a supplié de venir. Non, non. Il va sans dire que maman serait très heureuse de notre réconciliation. Et ça n'est pas impossible, n'est-ce pas? Nous sommes tout de même 2 frères. Et tante Adrienne? Elle est dans un état curieux. Ta fuite avec mademoiselle Blondel l'a tellement estomaquée qu'elle ne te juge pas. Ton acte lui semble en dehors des mesures normales. Une chose qui dépasse l'entendement humain. Hier soir à table, j'ai prévenu maman et tante Adrienne de la démarche que je venais de décider. J'ai dit que j'irais t'offrir une réconciliation et que même je ne ferai rien, au contraire, pour éviter mademoiselle Blondel. J'ai ajouté que je te demanderais... Enfin, je t'en parlerai tout à l'heure de ces choses que je... Merci. Tu es seul, ici? Enfin, je sais que tu habites avec mademoiselle Blondel, mais en ce moment, tu es seul?
Je suis seul. Des amis étaient là, mais ils viennent de partir. Ah. Tu me permets de te poser une question? Tu es heureux? Oui. Et elle? Elle aussi, je crois. Ah, tu vois comme je suis calme. Je suis même très heureux de votre bonheur. Ah, le jour! Enfin, de ton départ, j'ai d'abord cru à une blague. Tu te souviens, comme les boules en bois et ton système solaire que j'ai retrouvé dans toutes les pièces de la maison. Je voudrais encore te poser une question, Jacques. Tu n'avais jamais vu Mademoiselle Blondel, n'est-ce pas, avant ce jour-là? Non, jamais. Tu me le jures? Je te le jure. Et vous êtes parti comme ça, tout de suite? Oui. C'est insensé. Oh, je te demande pardon, je te pose beaucoup de questions, mais il faut me comprendre. Pendant que tu es ici à Paris, moi je suis seul et l'imagination marche, les questions et les questions. Je vis parmi les questions comme un bateau sur les vagues. On m'a dit qu'à Paris, vous meniez une vie assez artiste. Hein, elle se fait, ce mouvement? N'habitait-elle pas à Paris avant? Oui, mais elle avait une vie modeste, elle t'a dit. Oui, nous avions décidé de parler le moins possible du passé. Tu es venu en voiture? Je n'ai plus de voiture, non. Mon auto et Joseph, le chauffeur, appartenaient à la Trust Company. J'ai dû les rendre quand j'ai démissionné. C'était une voiture prêtée au chef du personnel. Les Américains ont une manière à eux de concevoir les choses. Enfin, maintenant, je m'absorbe dans la campagne. Enfin, vous parlez quelquefois de chez nous, de la maison? Oui, quelques fois, rarement. Tu ne t'es jamais posé cette question, quels peuvent être les sentiments de Paul à mon égard et à l'égard de Mademoiselle Blondel? D'ailleurs, si tu as essayé de deviner, si tu as imaginé toutes les solutions possibles, toutes les solutions sont bonnes. Toutes, sans exception. Je suis passé par tous les sentiments, j'ai été victime des idées les plus différentes. En vérité, je n'en pense plus rien. Maintenant que je suis près de toi, c'est comme une délivrance. Depuis 6 mois, je n'ai jamais si bien respiré que maintenant. Que veux-tu? On ne choisit pas sa vie. C'est comme aux cartes. Oui, parce que je joue aux cartes, forcément, n'est-ce pas, à la campagne, tu comprends? Eh bien, aux cartes, on a quelquefois mal donne, et c'est toujours quand on a le plus beau jeu. Eh, quoi bon s'entêter dans sa colère? Tu entends, j'ai fini par comprendre que tu avais le droit de l'aimer. Oh, je crie, je m'exalte, je te demande pardon. Je n'ai jamais tant parlé depuis 6 mois. Je suis très ému, Paul. Et je voudrais te poser encore une question qui va te surprendre peut-être. Dis-moi, Jacques, dis-moi. Avais-je raison de vouloir épouser Mademoiselle Blondel? Enfin, n'était-elle pas une jeune fille que l'on peut présenter à sa famille, en dépit des apparences de votre départ? C'était bien une femme, n'est-ce pas, dont on pouvait être le mari? Je ne comprends pas. Tu imagines sans difficulté ce que tante Adrienne a pu dire de Mademoiselle Blondel. Sans difficulté. Et tante Adrienne se trompe? Naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends bien le sens qu'ont ces mots dans ma bouche? Tu ne te moques pas de moi? En ai-je l'air? Et ainsi, vous vous êtes aimés tout de suite. Pourquoi te faire souffrir, Paul? Oh, je m'en suis dit bien d'autres, va. La souffrance ne s'embarrasse pas de politesse. Depuis 6 mois, je vis dans votre intimité quand on a été dans l'état où j'ai été, car maintenant c'est fini, je suis guéri. Si tu savais comme on s'habitue à certains sentiments et à certaines visions qui, au début... Dame, c'est simple, tu vas me comprendre. Je ne crois plus à l'enfer. Tu entends? On en sort toujours.
Enfin, on s'y habitue. Elle va rentrer? Non, j'ai rendez-vous. Enfin, nous devons nous retrouver dans un restaurant. Eh bien, si tu veux, nous marcherons ensemble, hein? Enfin, je te quitterai bien entendu devant la porte. Oui, non, j'ai un article à écrire. Je suis journaliste maintenant. Je sais, je sais. Eh bien, je vais te laisser écrire ton article, Bien. Jacques. C'est elle? Ah mais non, bien sûr, elle ne frapperait pas. Excuse-moi. Salut messieurs, c'est pour la note du gaz. Note du gaz. Oui, 72 francs 15 centimes. Oui. Il y a 2 mois, vous comprenez. Bon, écoutez, vous allez être gentil de repasser. Impossible, monsieur, c'est la 3e fois que je présente. Je n'ai pas de monnaie sur moi et je suis tout seul ici. Tout seul? Bon, alors la concierge, elle ne sait pas ce qu'elle dit, puisqu'elle m'a dit, vous pouvez monter les 5 étages, la petite dame est chez elle. Je vous dis que non. La concierge m'a dit oui. Elle n'a pas raison de me mentir, alors c'est elle que je crois. Votre petite dame, elle est là. Jacques, je te demande pardon. Tiens, tu me les rendras ce soir. Voilà 100 francs. Non, Paye. je te remercie. Allez-vous-en, je passerai payer aujourd'hui. Oui, je vous le conseille, sinon vous comprends le gaz demain. Il faudra passer à la caisse à partir de 4 heures. Allez, au revoir. Au revoir. Mademoiselle Blondel est ici, n'est-ce pas? Je te dis que non. Cette porte donne sur votre chambre, sans doute? Oui. Tu ne veux vraiment pas que je te prête un peu d'argent? N'hésite pas, je n'ai plus besoin d'argent, moi, maintenant. Non, je te remercie. Tu sais, elle est partie faire le marché avec ce qu'il y avait dans mon portefeuille, sans réfléchir évidemment qu'un encaisseur passerait pendant ce temps-là. Enfin, tu comprends. Oui. Elle fait ton marché et tu te prépares ton déjeuner. Et vous êtes là, tous les deux. Et elle te sert à table. Je sais qu'elle est là, Jacques, derrière cette porte. Non, ne réponds pas, je le sais. Écoute, je vais te demander une seule chose. N'as-tu pas, pour me la montrer, une photographie d'elle? Oui, je vais t'expliquer. Figure-toi, dans mon premier moment de fureur, j'ai tout déchiré, détruit, brûlé. Maintenant, je la reconnaîtrais, bien sûr, si elle entrait, mais je la vois plus très bien. Sa figure est toute brouillée dans ma tête et... Enfin, j'aurais aimé la revoir en photo. Non, je n'en ai pas. Eh bien, un autre jour, Jacques. Oh, ça n'était qu'une curiosité de gosse. J'aurais aimé la revoir, voilà tout. Écoute, je suis descendu dans un hôtel au-dessus de la Régence, qui est mon ancien café. Veux-tu que nous nous rencontrions demain, tous les deux, toi et moi? Mais oui. Ah non, 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 de Dieu. Demain, je pars pour la Pologne. Oh. Pour la Pologne, avec Mademoiselle Blondel? Non, seul, un reportage, juste une quinzaine. Quoi, et tu vas laisser Mademoiselle Blondel 15 jours seule à Paris? Enfin, avant, elle vivait bien seule à Paris. Oui, mais j'étais là toujours, moi. Et elle avait son travail. Et c'était une jeune fille. Écoute-moi, Jacques, j'ai besoin de savoir, réponds-moi. Elle ne me trompait pas, n'est-ce pas? C'était bien une jeune fille honnête, avec laquelle on pouvait faire sa vie. Mais oui, Paul. Alors, et voilà la raison de ma visite. Oui, je le dis plutôt que je ne le pensais, mais ça vaut mieux. Pourquoi ne l'épouses-tu pas? Épouser Lucie? Mais je l'épousais bien, moi. Et ce mariage n'arrangerait-il pas tout? Marié, vous pourriez revenir à la maison, voir maman. Moi-même, à la maison, étant son beau-frère, je pourrais la revoir. Car je t'autorise à lui dire que, dès à présent, je la reverrai sans rancune. Mais épouse-la, Jacques. Enfin, tu ne vas tout de même pas la laisser maintenant aller d'aventure en aventure. Jacques, tu aimes Mademoiselle Blondel? Oui. Alors épouse-la! Oh, ça n'est pas un ordre, tu penses bien. Mais je me suis fait à votre amour et je vous aimerai tous les deux comme un frère. Et nous reprendrons une vie normale, heureuse. Écoute, je dîne à la Régence. Si tu as quelque chose à me dire ce soir, j'attendrai un peu en fumant des pipes et en lisant le journal. Hein, je me mettrai face à la porte et je t'attendrai tard. Si tu ne viens pas, je repartirai demain chez nous. Ou tu m'écriras la date de ton retour, n'est-ce pas?
Oui. Je te le promets. Ah, ces 15 jours vont me sembler plus longs que ces derniers 6 mois. Maintenant que nous sommes décidés, je suis impatient que tout rentre dans l'ordre. Tu as beaucoup changé, Paul. Je redoutais un peu cette première visite. Ah, je savais bien que tout s'arrangerait à la longue, mais la première fois... Je ne croyais pas que tu serais ici un jour, toi, et venu le premier. À la Régence ce soir. Hein? Ou ta lettre avant 15 jours. Et tu sais, je ne vous en veux plus, ni à l'un ni à l'autre. Vous vous aimez pour la vie. Il faut bien que je m'incline. Mais toi, prends garde. Si elle se laissait aller un jour à je ne sais quelle folie qui vous sépare, hein? Si elle ne se sentait pas sûre de toi et qu'un jour elle parte, tu ne penses pas, toi, qu'un jour tu pourrais ne plus la voir parce qu'elle serait partie? Regarde-moi. J'ai vieilli, hein? Oh si, je sais. Eh bien, crois-moi, sois le plus fort, mon petit. Garde-la. Fais tout ce que tu peux faire pour la garder, crois-moi. À ce soir. Vous pouvez venir? Ah, mon petit Jacques, pars tranquille pour la Pologne. J'ai décidé, Lucie, à te tromper pendant ton absence. Ah oui, à ton retour sur le quai de la gare, c'est une Lucie nouvelle. Fous-moi la paix et même fous-moi le corps! Ah bon, alors triste, hein, mauvaise nouvelle. Mais les mauvaises nouvelles n'existent pas. Les nouvelles sont ce que nous les faisons. Ah bon, alors néanmoins, comme je te vois encore plus nerveux qu'un sergent de ville, cher ami te salue et vous salue. Qui est venu? Je te dirai. Tu as des amis secrets? Non, mon vieux, mais je voudrais rester seul avec Lucie, j'en ai encore le droit, oui! Bon, bah je pars, tu n'as plus besoin de moi. Non. Eh bien, ce soir, alors, comme d'habitude, à l'apéritif. C'est ça, comme d'habitude, à ce soir. Ah non, au train. Hein, ah, oui, c'est vrai. À ce soir, Jacques. Au revoir, Max. À tout à l'heure. Qui est venu? Je vais te dire. Pourquoi tant de précaution? Mais comme tu es nerveuse. Je te vois si pâle, si défait. Oui. Tu ne m'as pas dit la vérité tout à l'heure. Quelle vérité? Le voyage en Pologne, c'est un prétexte. Quel prétexte? Tu veux me quitter? Oh non. Alors tu as une aventure idiote et cette femme est venue ici. Crois-tu que je tolérerais qu'une femme vint ici? Pourquoi? Chez nous, une autre femme? Tu sais bien que tu es libre. Tu recevrais ici ton amant? Pourquoi pas? Alors pourquoi nous jouer cette comédie, voyons, cette comédie de la femme forte, de l'homme sans préjugés? En tout cas, si je joue une comédie, c'est pour toi. Car s'il n'y avec moi. Que veux-tu dire? Ne me dis pas toujours que veux-tu dire. Et si je joue les femmes fortes, cesse de jouer les hommes aveugles. Ne sais-tu pas que cette liberté dont tu parles, je te la donne pour que tu ne la prennes pas. Et c'est ce que je peux te donner de plus rare. Parce que je t'aime par-dessus tout. Oh, chérie. Aussi, je vais te faire de la peine. Tu ne m'aimes plus? Oh, regarde mes yeux. Ai-je l'air d'un homme qui ne t'aime plus? Alors quelle peine peux-tu me faire? Quand nous sommes partis ensemble, comme deux fous, tu as compris, non? Moi, je croyais savoir. Tu étais jolie, et si je trouvais la blague un peu énorme, elle avait justement un côté définitif dont je me réjouissais, car elle me libérait à tout jamais de ma famille. Nous étions jeunes et nous avons été surpris, n'est-ce pas? Nous avons été surpris, nous-mêmes, par notre fuite, car rien ne fut prémédité. Comme tu as peur des mots. J'ai souvent pensé que tu vivais avec moi par défi contre ton frère. Tu croyais que je t'aimais contre mon frère et tu n'en souffrais pas? Tu m'aimais comme tu pouvais, avec ta bonne lourdeur d'homme. Et moi, je m'arrangeais avec ta présence pour être heureuse quand même, voilà. Eh bien, je te demande pardon de te dire ces mots après 6 mois, mais aujourd'hui, je suis absolument certain de t'aimer. Ce n'est pas vrai, je ne t'aime pas contre mon frère. Je t'aime pour moi, je t'aime pour toi. Je t'aime. J'avais tellement peur que le destin nous sépare avant que tu me dises ces mots-là. L'amour, vois-tu, s'est insinué peu à peu dans notre vie, dans nos sentiments, dans nos idées, comme nous nous aimions sans le savoir. Oh non, je le savais, moi. C'est vrai? Depuis notre première soirée au bord de l'eau dans la nuit, je t'aimais déjà les yeux fermés, bouleversée, si surprise d'aimer un homme que je ne connaissais pas et d'aimer pour la première fois. Crois-tu m'aimer assez pour m'aimer toujours? Toujours? Ouais, pour moi. Laisse loin.
Laisse donc l'avenir tranquille. Je veux que tu me répondes. M'aimes-tu? Je te dis qu'on ne peut pas aimer un homme plus que je ne t'aime. Alors, Lucie, je vais te dire une chose grave. J'ai peur des calembredaines de tous ces idiots que je t'ai fait connaître. Lucie, je t'aime et je veux qu'aucun autre homme ne te serre comme moi dans ses bras. Lucie, veux-tu m'épouser? Veux-tu que nous nous marions? T'épouser? Oui. Tu veux m'épouser? Tu m'aimes assez pour ne plus penser aux autres femmes? Tu m'aimes assez pour croire que tu ne me quitteras jamais? Que je serai ta femme jusqu'à la fin? Que maintenant nos regards ne se détacheront plus l'un de l'autre? Que toujours je te sentirai près de moi? Qu'il n'y aura plus jamais pour moi de maison vide dans laquelle on rentre seul le soir avec plus lourde que la fatigue, l'angoisse d'attendre le lendemain? J'avais peur qu'un jour tu ne rentres pas et tu veux m'épouser. Tu as voulu m'épouser. Non, Jacques, bien sûr que nous ne nous marierons pas. Mais comme je t'aime de l'avoir désiré et d'avoir cru ne fût-ce qu'un moment que toutes les autres femmes ne comptaient plus pour toi. Bien sûr que nous ne nous marierons pas. Nous nous marierons. Dans 8 jours en Pologne, tu n'y penseras plus. Lucie, tu ne sens pas comme je t'aime et comme j'ai peur? Peur? Lucie, je suis jaloux, affreusement jaloux. Toi? Lucie, si je t'aime, c'est pour la vie et pour moi tout seul. Jacques, je suis ta femme. Mais oui, cher ami est un imbécile. Les amoureux sont fidèles comme les vivants respirent. Et lorsqu'on s'aime comme nous nous aimons, le mariage n'est pas un lien de plus. C'est un cadeau qu'on s'offre, c'est un remerciement au bonheur. C'est la manière qu'on a de dire aux autres: tous les deux nous nous aimons pour la vie, et vous tous qui vous croyez nos amis, vous n'êtes que des passants. Je suis si heureuse, Jacques. Je n'ai plus peur, moi non plus, de te perdre. Il me semble déjà que nous avons toujours vécu ainsi. Que je te connais enfin, que je sais maintenant ton secret. Mon secret? Oui, le secret de ta vie. Tu m'aimeras toujours. Pourquoi me regardes-tu ainsi? C'était donc toi l'homme que j'attendais? Voilà. J'ai le sentiment de découvrir d'un seul coup ma vie. Voilà, je connais déjà ma vie. Elle te ressemblera. Oui. Jacques, depuis 6 mois, nous avons été heureux, si heureux sans y penser. Et maintenant, il va falloir que tout le reste de notre vie ressemble à ces 6 mois de bonheur. Et un bonheur enfin assuré. Tu sais maintenant que tu peux compter sur moi. Et moi, je sais que tous les autres hommes ne compteront plus pour toi. Tu seras venu sur la terre pour m'aimer et pour n'aimer que moi. Jacques, pourquoi avoir mêlé aujourd'hui à notre amour cette terreur de ne plus nous aimer un jour? Mais justement, je ne veux pas que tu ne puisses plus m'aimer un jour. Je veux te garder, et pour te garder, je ferme toutes les portes. Pourquoi n'avoir pas attendu que nous soyons bien vieux, toi et moi, pour découvrir que nous nous étions aimés toute notre vie? Peut-être serais-tu parti avant et j'ai besoin d'assurer mon bonheur. Jacques, tu demandes une femme en mariage? Mais ce n'est pas une femme, c'est toi. Jacques est venu te voir. Eh bien, C'est pas la peine, je viens de comprendre. Ta mère est venue, n'est-ce pas? ma mère? Pourquoi ma mère? Mais non. Ah, j'ai cru qu'elle était venue te demander une régularisation. Oh non, ce n'est pas ma mère et il ne s'agit pas de régularisation. C'est mon frère qui est venu. Paul. Ouais. Qu'est-il venu faire? Avec quel reproche imbécile t'a-t-il troublé? Aucun reproche. Alors qu'est-il venu te dire? Mais il est venu très triste, très calme pour me voir. C'était tout de même pas lui qui t'a demandé de m'épouser. Alors qu'est-il venu faire? T'apporter son verdict. Le jugement définitif sur ce qu'il doit appeler notre conduite. Non, pas du tout. Il est devenu très simple. Mais pourquoi cette demande en mariage tout de suite après la visite de ton frère? Quel changement! Ce n'est pas parce que tu vas lui ressembler que tu veux m'épouser. Non, je n'ai pas changé, mais j'ai découvert que je t'aimais. Comme un propriétaire. Comme un propriétaire. Comme il faut t'aimer, à deux pour toujours, ou du moins avec la conviction que ce sera pour toujours. Moi, vois-tu, avec la conviction que j'allais te perdre tous les soirs, j'étais certaine que je t'aurais aimé toujours. Oh, rêve de petite fille. Donne-moi la main. Pour rentrer dans l'ordre. Oui, la main dans la main. Tu me disais qu'il n'y avait plus d'ordre, que tout était cassé à travers le monde, que nous vivions à la fin d'une civilisation. Mais oui, il n'y a plus d'ordre, hélas, plus de hiérarchie, plus de ces bonnes mains de héros ou de saints auxquels on se raccroche. Mais si les hommes ont fait tomber les barrières avant d'en savoir élever d'autres, ils ont gardé leur cœur d'homme. Et rien n'existe pour moi dans le monde aujourd'hui, à mes yeux, que ton bonheur à toi et
son malheur à lui. Écoute-moi, tu te rappelles, Finot, ce petit chien que nous avons eu 2 mois? Oui. Eh bien, j'aurais dû comprendre dès ce moment-là qu'il n'y avait plus de vérité dans son regard de bonne bête que dans les pirouettes sans danger du cher ami. Ce que je vais te dire est bien sentimental, pleurnichard même. Mais il faut une pensée bien forte et des convictions solides pour rester insensible aux larmes d'un homme. Mais que vient faire le chagrin de ton frère entre nous? Rien, mais j'ai compris le chagrin d'un homme qui ne t'avait plus. Je regardais mon frère et je me voyais moi sans toi. Alors je veux te garder pour toujours à moi, rien qu'à moi, tu comprends? Oui. Les autres femmes, c'est fini, je les détruis pour te garder. Je prends ton bras et en avant, marche pour un désert sans homme ni femme où seul brûlera notre amour. Crois-tu que nous ne nous aimions pas assez? Que nous nous aimions sans le savoir parmi tous ces dangers? Mais justement, je ne veux plus de danger. Tu ne crois pas que le danger est aussi attirant et remuant de nos jours que le diable d'autrefois? Non! Toute notre vie va se transformer. D'abord les petits copains à la porte, cher ami, à la porte, leurs histoires à la porte. Ensuite, si le journal me demande trop de temps, je démissionne. Tu démissionnes? Je chercherai autre chose et puis en attendant, je demanderai à la maison les revenus qu'ils me doivent. Tu demanderas de l'argent chez toi? Mais naturellement, c'est l'héritage de mon père. Tu ne voulais pas leur demander un sou? Parce que j'étais brouillé avec eux, mais maintenant tout va s'arranger. Paul m'assure que si nous nous marions tous les deux, nous serons très très bien reçus à la maison. Ah? Nous retournerions là-bas? En passant. Mais que t'a dit ton frère exactement? Ce que je t'ai dit, chérie. Attention, Jacques. Tu veux être l'homme que j'attendais, il faut être aussi grand qu'un rêve de petite fille. Est-ce déchoir que de mener sa femme chez sa mère? Si tu ne sens pas, si tu ne comprends pas ce que je veux dire, c'est que tu as déjà changé, Jacques. Mais tu es folle! D'abord, je vais téléphoner au journal que je refuse l'enquête en Pologne. Des camarades seront trop heureux de me remplacer. Non, non, tu vas aller là-bas. Mais pourquoi tu étais navré de ce départ quand je te l'ai annoncé? Parce que je craignais toujours de vivre avec toi le dernier jour de notre amour, mais maintenant, nous avons la vie devant nous. Et d'ailleurs, toi, dans un an, tu regretterais ce voyage manqué. Mais non! Pas, je le veux! Je n'aurai pas de chagrin 15 jours, et puis, toute notre vie, nous n'avons plus à être avares de nos jours. Mais il faut que je reste. Tu sais que dans 3 semaines, tu peux être Madame Mirmont si je m'occupe des formalités. Madame Mirmont. Madame Mirmont, tu vas partir en Pologne, Jacques. Mais Je veux. c'est impossible, mon train part dans moins d'1 heure. Déjà? Mais tu vois bien. Il le faut! Tu ne voudrais pas être aimé d'une femme sans courage. C'est incroyable. Tu veux vraiment que je parte? Vraiment? Pourquoi? Ta valise de reporter. Tiens, 3 chemises. Combien veux-tu de cravates? Mais je ne sais pas, j'achèterai en route. Non, je veux faire ta valise. Te donner, toucher les choses qui vont t'accompagner. Si j'avais su, j'aurais demandé un passeport pour toi. C'est très bien ainsi. Seulement, au moment du coup de téléphone au journal, oh, comme c'est loin tout ça. Oui, c'est loin. J'avais peur d'eux à ce moment-là au journal et en même temps, j'avais besoin d'eux. Alors, je n'ai pas osé leur parler de toi. Et pourquoi mets-tu ce cendrier entre mes chemises? Tu ne te rappelles pas? C'est le cendrier du bonheur, le premier cadeau que je t'ai fait. Mais je ne pars pas pour une éternité, Madame Mirmont. Dans 15 jours, je serai là. Si ton travail l'exige, je t'en supplie, reste un peu plus à moi s'il le faut. Tu as confiance en moi. Je te jure de t'être fidèle jusqu'à ton retour. Jusqu'à mon retour seulement, Madame Mirmont? Nous n'avons qu'un peigne. Je te le donne. Donne. 15 jours où je vais t'aimer, mon Jacques. Plus que je ne t'ai jamais aimé. C'est encore assez long, 15 jours, quand on les compte d'avance. 1, 2, 3, 4, Vos 5, 6... derniers jours de liberté, Madame Mirmont. Oui. Et à mon retour, je te prends dans mes bras qui vont se refermer sur toi et ne se rouvriront plus. Tu m'as dit, tu vas rater ton train, Jacques. Mais écoute... Dépêche-toi. Dépêche-toi. Lucie, tu veux que je parte et tu pleures. Mais pourquoi pleures-tu comme ça? Je t'aime plus que tout au monde. Oui. Et tu n'as plus que moi au monde. Vite, c'est l'heure, Jacques. Comme tu es courageuse. Encore plus que tu ne crois.